Bonsoir, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les grandes lignes de l'actualité qui vous seront développées dans ce journal. Le président Ismaël Omar Guelleh a regagné cet après-midi le pays à l'issue de sa participation aux travaux du 3e forum diplomatique du Kenya et à Antalya. Et les condamnations se multiplient à l'encontre d'Israël, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné ce samedi après-midi à l'issue d'une double mission qu'il a successivement conduite au Kenya et en Turquie. Au Kenya, le chef de l'État a pris part à la 6e Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, une réunion internationale dédiée à l'adoption des stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique et les législations propices à la préservation de l'écosystème terrestre et marin. En Turquie, seconde étape de son déplacement à l'étranger, le président Ismaël Omar Guelleh a pris part au 3e forum diplomatique d'Antalya, une conférence sur les voies et moyens visant à davantage connecter la communauté internationale à une plus grande diplomatie de consensus. Et bien dans son intervention à la tribune de ce forum, le chef de l'État a cité le multilatéralisme et l'appréhension des problématiques du monde en dehors des prismes d'alliance, d'idéologie et d'intérêt au rang d'éthique et de valeurs propices à la résolution des crises. À noter aussi que le président de la République a mis à profit le déplacement au 3e forum diplomatique d'Antalya pour dénoncer le diktat auquel est soumis le peuple frère palestinien dans sa quête légitime à l'autodétermination et à son droit inaliénable à disposer de la terre de ses ancêtres. Dans l'actualité également, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a pris part à la 3e édition du forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Cette conférence internationale dévolue à la recherche de solutions efficientes et durables aux crises multiformes les plus en vue dans le monde. La 3e édition de ce forum était placée sous le thème « Élever la diplomatie au milieu des crises ». Ce forum a réuni près de 4500 participants, dont 19 chefs d'État et 57 représentants internationaux. Plusieurs sujets ont été abordés, dont notamment la situation en Palestine qui a été le sujet majeur de l'agenda de ce forum des chefs d'État et de gouvernement. Les participants ont souligné l'importance de promouvoir la diplomatie qui est l'un des outils fondamentaux pour résoudre les crises actuelles. Ce forum diplomatique d'Antalya a démontré que la diplomatie reste un outil indispensable pour forger un avenir plus juste, pacifique, prospère pour tous. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh, quand il était encore en Turquie, a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge de la 3e édition du forum diplomatique d'Antalya. Cette rencontre a servi de cadre en vue d'aborder plusieurs sujets. Dans l'importance de ce forum, les sujets liés à la coopération bilatérale, les défis mondiaux qui nécessitent une action concertée, les liens entre Djibouti et la Turquie ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage. Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à approfondir la collaboration entre Djibouti et la Turquie pour promouvoir la stabilité et le développement dans la région de la Corne de l'Afrique et au-delà. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a rencontré la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères du Kosovo, Madame Donita Jevala. Cette rencontre a eu lieu en marge de la 3e édition du forum diplomatique d'Antalya. Au cours des discussions, les ministres ont abordé les voies et moyens de renforcer les liens de coopération, de partenariat entre Djibouti et le Kosovo. Ils ont également discuté de l'importance de ce forum qui se tient dans un contexte de conflit, de défis auxquels le monde est confronté. Les deux chefs de la diplomatie ont exprimé leur engagement à travailler ensemble pour relever les défis communs.
Également en Turquie, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a également eu un entretien avec son homologue somalien, le ministre des Affaires étrangères de la Somalie, Ali Mohamed Omar. Ces entretiens sont attraits au renforcement des partenariats multiformes d'intérêts communs que les deux pays frères. Bien, les deux chefs de la diplomatie de Djibouti et celui de la Somalie ont abordé également l'importance d'intensifier les initiatives nouvelles susceptibles d'accroître le niveau d'échange de coopération entre les deux pays dans un contexte de conflit. Les discussions ont ensuite mis en lumière l'importance de ce troisième forum diplomatique d'Antalya en Turquie qui a été une plateforme dévolue à la recherche de solutions efficientes et durables aux crises multiformes les plus en vue dans le monde. Dans l'actualité également, cette signature de convention de travail avec le CHU Ibn Sina. En effet, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah, a reçu dans son cabinet une délégation marocaine du CHU Ibn Sina à Djibouti en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc, symbolisant l'engagement des deux pays. Cette réunion a vu également la participation cruciale des représentants du CHU Ibn Sina ainsi que les responsables techniques et administratifs des différents hôpitaux composant le centre hospitalier universitaire de Djibouti. En effet, le centre hospitalier universitaire de Djibouti réaffirme sa motivation dans ce projet visant à atteindre une efficacité pour mieux répondre aux besoins de santé de la population. De leur côté, les membres de la délégation marocaine ont affiché une détermination sans faille afin de soutenir cette vision, offrant leur expertise et leur expérience pour façonner un plan d'action réaliste, réalisable. Ils envisagent également à l'avenir une collaboration médicale non seulement pour l'amélioration des soins de santé à Djibouti, mais également pour le renforcement des relations étatiques. Suite aux deux premières journées de travaux de la 13e conférence ministérielle de l'OMC, les travaux de négociation se poursuivent pour la délégation conduite par le ministre du Commerce, Mohamed Ouersama Dirye, en présence des deux ambassadeurs, Moussa Mohamed, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, et l'ambassadrice de la République de Djibouti à Genève, Madame Khadra Hassan. Assurant ainsi une coordination du groupe des PMA, le ministre a présidé et conduit plusieurs sessions de négociation et de préparation des propositions du groupe PMA. Enfin, le ministre a tenu une session de travail avec son homologue indien ainsi que sa délégation et a profité de l'occasion pour ainsi remercier le gouvernement de l'Inde pour avoir répondu favorablement à la requête d'exportation de Djibouti d'un volume de 30 000 tonnes et malgré les restrictions imposées par l'Inde au niveau mondial. Le ministre indien a assuré Djibouti de son soutien et son souhait de renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Une réunion de travail de proposition de mémorandum d'entente entre la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, et la Commission de législation de l'administration générale et des droits humains de l'Assemblée nationale a eu lieu jeudi. La réunion de travail s'inscrit dans le cadre que la CNDH et le Parlement vont bientôt signer pour formaliser un cadre de collaboration pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Cette réunion a été présidée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Soubani Ateye, et a vu la participation de la présidente de la Commission des lois, l'honorable Kaltoum Farah, était accompagnée de son vice-président Abdallah Parkhat, le député Mahmoud Mustafa, le secrétaire général de la CNDH, le commissaire Mohamed Ibrahim, les cadres de la CNDH. Également, cette rencontre de travail préparatoire, les experts, M. François Sobra et Marie-Christine Breda, et bien dans sa quête de l'accréditation au statut, la CNDH doit construire ce partenariat avec l'Assemblée nationale comme consacré par les principes de Belgrade.
L'Association des citoyens solidaires, en collaboration avec les militants du parti RPP, ont organisé aujourd'hui de mars au complexe d'Ar-Rahma une journée de sensibilisation placée sous le thème de l'éveil à la conscience, de l'éveil de la conscience collective. Une journée dédiée à l'éradication du tribalisme, de la haine pour créer un Djibouti fort et solidaire. Des jeunes citoyens conscients et consciencieux de l'importance du patriotisme, de la citoyenneté et qui œuvrent dans le social, emboîtent le pas à leurs aînés dans la lutte contre ce fléau sociétal qu'est le tribalisme. C'est dans l'esprit de réaffirmer et de présenter avec une force renouvelable la foi en la patrie et en ses institutions gouvernementales, l'unité nationale. Bien, le mouvement citoyen solidaire a pu organiser un événement d'envergure tel que celui-ci. Plusieurs programmes étaient dans l'agenda, tels que le don de sang que vous avez vu, dans du 45e anniversaire, une campagne de sensibilisation de la lutte contre le fléau du tribalisme et de la division sociale, des témoignages de gratitude des jeunes actifs et cadres au président de la République Ismaël Omar Guelleh ont participé à cette cérémonie, outre le président du mouvement citoyen solidaire. Nos ruelles et les principales artères de la capitale. Bien sûr, avec l'appui, bien entendu, de l'OVD et des services techniques et de communes. Cette accumulation d'ordures et d'insalubrité galopante représente une menace pour la santé publique. Grâce aux efforts et de la sueur de nos jeunes, de nos mamans militantes et de nos femmes de première heure et au réseau associatif, nous avons nettoyé nos quartiers. Et les présidents des deux communes, à savoir celles de Blaous et de Belbela, ont tous les deux félicité le mouvement des citoyens solidaires pour cette belle organisation et cette initiative qui rassemble, l'ont-elle dit, et interpelle tout un chacun. Ils ont également exhorté la population à soutenir la politique du RPP qui se veut de miser sur le capital humain et sur la paix dans le pays. Ils ont également encouragé ces jeunes actifs et conscients à aller dans ce sens car ils ont dit, eh bien, la jeunesse est la relève de demain. Quant au député Suleiman Daher a dans son intervention pointé du doigt le mal qui surgit de ce fléau appelé le tribalisme. Eh bien, dans son message, il a félicité tout d'abord les jeunes du mouvement des citoyens solidaires pour l'organisation d'un tel événement qui véhicule des messages importants. Il a exhorté les jeunes solidaires à plus de solidarité entre eux dans ce noble combat. Et quant au président des citoyens solidaires, a dans son intervention rappelé que la vérité du communautarisme n'est jamais niée et la nécessité de combattre sans relâche est donc ressassée comme une évidence. Oui, le communautarisme existe, oui, c'est un mal qu'il faut éradiquer, a-t-il déclaré. Notre cher pays, grâce à la politique clairvoyante de notre président, nous a toujours épargnés de cette guerre. Et nous sommes le pays qui savoure la paix et dont le peuple vit en harmonie, a-t-il poursuivi, soutenant le RPP et devenant adepte de la vision du président de la République qui se veut de prioriser toujours l'unité, la paix, la fraternité, a-t-il conclu. La deuxième édition de la marche de Rora Ambado a eu lieu aujourd'hui, organisée par le Dorali Multipurpose Port en collaboration avec la société de gestion du terminal à conteneurs de Dorali. Cette marche a eu un franc succès. L'événement a vu la participation des personnalités de marque, dont le directeur général du DMP, Jama Ibrahim Darar, le directeur général de la SGTD, Abdullahi Adawi, le colonel des gardes-côtes, le colonel Waes Omar Bogoré, ainsi que les présidents des communes de Boulaous et de Belbela.
Cette marche populaire a rassemblé un grand nombre de participants venus de tout horizon, soulignant l'engouement de la population pour ce type d'événement sportif convivial, rappelant que la marche d'Ambado vise à promouvoir le sport et le bien-être. Au-delà de son aspect sportif, cette marche s'est inscrite dans un moment de partage. En effet, plusieurs animations ont été organisées en marge de cette marche, contribuant à la bonne ambiance qui régnait tout au long de l'événement. Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé leur intention de pérenniser cette manifestation sportive et conviviale qui est désormais ancrée dans le paysage événementiel local. La prochaine édition devrait avoir lieu l'année prochaine et proposera sans nul doute un lot de nouveautés encore plus pour les participants et plus également de convivialité. Et à l'issue de cet événement, nous avons recueilli les impressions du directeur général du DMP, M. Jam' Ibrahim Darar. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est la deuxième édition de la marche d'Ambado, organisée par DMP, en collaboration avec SCGTD. Comme vous le savez, l'année dernière, c'était SCGTD qui avait organisé cette marche. Comité de réflexion qui a revu la marche. On a eu une demande officielle du comité en charge de la marche. Ils nous ont demandé de continuer et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser chaque année. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième, il va y avoir une troisième, il va y avoir une quatrième et ainsi de suite. Donc comme vous voyez, les équipes portuaires, SCGTD, l'autorité des ports et eaux franches, les communes, les gardes-côtes, l'ensemble des personnes ou des sociétés ou des organismes qui ont de loin ou de près touchent un peu le secteur maritime sont là. Et l'idée principale est de faire donc en sorte que les différentes personnels des différentes sociétés puissent se rencontrer. Parce que c'est vrai, c'est des professionnels et le métier des ports est extrêmement pénible et difficile. Et de temps en temps, nos employés et nous-mêmes n'avons pas le temps de se rencontrer. Donc, cette journée permet de nous rencontrer, de discuter et de nous familiariser. Ça nous permet d'avoir quand même une certaine relation privée. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette édition, c'est que la marche, c'est la santé. Et donc, le corps a besoin d'être entretenu et l'esprit aussi. Pour l'esprit, il n'y a pas de problème. Je pense que les gens travaillent beaucoup. Donc, on a le meilleur, en tout cas, spécialistes ou des hommes bien formés dans les différents secteurs portuaires. Maintenant, il faut entretenir aussi cet esprit et donc le corps doit suivre aussi. Le conseil régional d'Arta a abrité une réunion pour le développement local. En effet, le bureau exécutif de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a tenu sa première réunion de l'année 2024. L'ordre du jour de la réunion était d'orienter vers l'action reflétant les défis et les opportunités auxquelles est confrontée l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti pour l'année à venir. Les sujets abordés étaient entre autres la validation du calendrier des activités planifiées cette année, dispositions notamment à prendre pour l'opérationnalisation des manuels de procédure, la situation des cotisations
cotisations. Un point crucial a été consacré à la situation des cotisations des membres de l'association, dont les membres ont évalué les progrès réalisés dans la collecte des cotisations et ont discuté des mesures à prendre pour garantir un financement adéquat des activités de l'association essentielles pour soutenir ces initiatives de développement. Eh bien, les échanges ont été fructueux et les décisions prises lors de cette rencontre constituent un pas de plus vers la réalisation des objectifs communs de prospérité, de bien-être pour toutes les communautés de ce pays. La réunion annuelle de l'AECD à la demande du président de l'AECD, M. Omar Hussein. L'ordre du jour de la réunion est le suivant. Validation du calendrier des activités planifiées de l'AECD, de procédure, de manière de procédure, et ainsi de suite, et diverses questions qui seront développées par le président de l'AECD. On écoute cette fois le mot du président de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet accueil chaleureux dans votre belle région d'Arta. Merci à tous les collègues aussi qui se sont déplacés pour notre réunion exécutive du bureau que nous tenons aujourd'hui à Arta, dont le but est toujours de se concerter et de travailler ensemble sur les différents points pour faire avancer notre association qui est une fêtière de collectivités locales. Ça sera un moment de partage des idées et de renforcement aussi de nos institutions et aussi parler aussi des problématiques que la décentralisation, que les collectivités connaissent. Et cette réunion nous permettra aussi d'aller vers l'avant. Je remercie encore le président d'Arta pour un accueil chaleureux et tous les collègues qui sont déplacés des régions, des communes, de la mairie pour assister à cette réunion. Et nous allons passer à l'ordre du jour. Et nous allons à Dikil pour cette cérémonie de lancement de la campagne de masse sur la communication pour le changement social et comportemental, mais aussi l'éducation parentale pour l'éducation préscolaire et le développement intégré du jeune enfant. Était présent à cette cérémonie le 3e préfet adjoint de la région de Dikil, le vice-président du conseil régional, la directrice de l'enseignement public, le coordinateur du programme par intérim, le chef de projet Jouer pour apprendre, le projet Jouer pour apprendre Play to Learn, financé par l'USAID et mis en œuvre par Maud McDonald en collaboration avec ses partenaires tels que le MENFOP, le ministère de la Femme et de la Famille, Sunnat al-Hayat et l'UNFD a pour objectif de soutenir la vision du gouvernement afin d'améliorer l'accès à une éducation préscolaire de qualité pour tous les enfants âgés entre 3 et 6 ans. En présence du préfet, du président du conseil régional, des services déconcentrés, des associations et les honorables invités pour marquer le début d'une campagne de communication qui vise à promouvoir le changement social et comportemental en faveur de la petite enfance et de l'éducation préscolaire. L'éducation de tout petit est un enjeu majeur de notre société. En investissant dans la petite enfance, nous investissons dans l'avenir. C'est pourquoi il est essentiel que nous mettions en place des actions concrètes pour accompagner nos enfants dans leur développement et leur épanouissement. La campagne Jouer pour apprendre a pour objectif de sensibiliser les parents, les enseignants, les acteurs sociaux et la société dans son ensemble à l'importance du jeu dans le processus d'apprentissage des jeunes enfants.
Je vous propose cette fois d'écouter le mot du chef de projet de l'USAID qui a indiqué l'importance de ce projet qui est Jouer pour apprendre. Au nom de l'équipe du projet de l'USAID Jouer pour apprendre, je vous remercie pour votre présence massive à la cérémonie de lancement de la campagne sur la communication pour le changement social et comportemental que nous organisons conjointement avec nos partenaires, notamment l'UNFD, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Femme et de la Famille. Cette campagne que nous lançons aujourd'hui, ici à Dikil, marque une étape décisive dans la mise en œuvre du projet, car elle nous donne l'occasion d'aller à la rencontre des populations pour leur expliquer de quoi retourne ce projet, qu'est-ce que nous faisons, afin de susciter, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Préfet, leur implication et leur engagement à soutenir les activités que nous menons. En effet, notre objectif est de contribuer à changer la perception des parents et des communautés. Cette campagne vise à changer les comportements sur 5 aspects bien précis. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie de lancement des séances de sensibilisation précédant l'exécution des projets Jouer pour apprendre. Il s'agit d'une initiative saluable destinée particulièrement à la petite enfance et financée par l'USAID. L'objectif ici est d'impliquer et intégrer dans le cursus scolaire les enfants laissés en marge à la maison. À cet effet, de par les responsabilités qui nous incombent, j'exhorte tous parents à s'impliquer massivement et veiller scrupuleusement à la réussite de ces programmes. Parce qu'il y va de l'intérêt de nos enfants, mais aussi de l'avenir de la nation. À travers ces programmes, l'enfant se verra non seulement épanoui, mais aussi éduqué. Nous allons à Bok où les associations Bukia Ado et la Voix des jeunes femmes de Bok se sont unies dans un effort commun pour organiser un atelier visant à lutter contre la violence basée sur le genre et promouvoir l'égalité culturelle. Cet événement, financé par l'USAID à hauteur de $10 000 à travers la compagnie Kenzen, a pour objectif notamment qui a réuni un large éventail de partenaires, des parties prenantes, dans les autorités locales, les organisations de la société civile, les différents responsables des services techniques déconcentrés de la collectivité, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants des communautés des réfugiés yéménites et éthiopiennes. Étaient également présents les représentants de la gendarmerie, de la police, des services techniques déconcentrés, des ulamas, des secteurs de santé, des sages-femmes de l'antenne de l'UNFD de Bok. Trop de femmes ont été privées de leur dignité, de leur autonomie et de leur droit fondamental à une vie libre de toute forme de violence. En tant que présidente, je m'engage à faire de la lutte contre la violence faite aux femmes une priorité absolue. Nous devons renforcer nos lois pour protéger les victimes et poursuivre les agresseurs. Nous devons investir dans des programmes de sensibilisation et d'éducation pour changer les mentalités et promouvoir le respect mutuel. Et suivons cette fois le mot des intervenants lors de cet atelier de lutte contre la violence basée sur le genre. D'abord, donc, chapeau aux associations qui ont initié ce thème-là. C'est un thème qui est important. C'est un thème aussi, il faut le dire, hautement sensible. Donc, dans cette salle, comme vous dites, bon, il y a les parties prenantes qui sont là. Mais vous savez, les violences faites aux femmes, comme également sur les mutilations génitales féminines, ce sont donc des sujets qu'il faut prendre vraiment avec trop de sérieux, mais également parce qu'on sait à Djibouti, chez nous, ce sont des questions qui sont encore au niveau tabou. C'est vrai, ici, il y a les autorités que nous sommes, il y a la société civile,
Il y a les associations, il y a le corps éducatif, il y a les corps, il y a les sanitaires, il y a les forces de l'ordre qui sont là aussi. Je réitère nos remerciements donc, à l'endroit du SAID et à travers Kaizen Company pour avoir financé ces sujets. Tout d'abord, je tiens à remercier donc l'USAID à travers Kaizen qui nous appuie dans ce projet. Je remercie et je dis bravo et courage aux associations qui ont pris ce thème pour pouvoir venir en aide à nos compatriotes. C'est un thème, vous savez, tous les thèmes qui reposent sur le tabou sont sensibles. Et le changement de comportement est difficile à adopter. Donc, il vous faudra beaucoup de courage et persévérance pour atteindre ce but. Il n'y a que les femmes à qui d'autres femmes peuvent parler, peuvent se confier. Vaut mieux tard que jamais, on a dit. Oui, Hassan, il est temps. Il est temps de parler, il est temps de briser ce tabou. Mais moi, en tant que préfet, en tant qu'autorité de l'État, nous sommes là d'abord pour réprimander. Mais pour pouvoir venir en aide aux femmes, il faut dénoncer, il faut porter plainte. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons agir. On reste au nord à Tadjoura où l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement de Tadjoura, présidée par Medina Saleh, s'est rendue dans la sous-préfecture de Dora, dans la localité de Doublé, un village situé à proximité de Dora, pour discuter et distribuer des habits neufs à plus de 200 familles démunies. Une population extrêmement touchée par le problème de vue. Il y a 96 malvoyants ou aveugles qui vivent dans des situations précaires dans cette localité. Le préfet de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, a félicité infiniment l'association des femmes de Tadjoura pour cette initiative de ne ménager aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. Eh bien, un témoignage indispensable et cette volonté de disposer que disposent aujourd'hui les membres de cette association qui sont venus en aide à ces personnes démunies. Nous allons à Ali Sabié pour parler contrebande. Eh bien, l'équipe de la brigade d'Ali Sabié de la douane, en collaboration avec les éléments de la police du détachement d'Ali Sabié, ont au cours d'une opération de patrouille menée sur le secteur frontalier de Galilée, ont saisi quelques 1500 kg de canne de contrebande. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité cette marchandise vers la capitale et selon les procédures standards en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade des douanes d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale à Gaza. Les condamnations se multiplient à l'encontre d'Israël. Le directeur d'un hôpital de la ville de Gaza, qui a soigné des centaines de blessés dans l'effusion de sang autour d'un convoi d'aide, a déclaré vendredi plus de 80% d'entre eux avaient été touchés par des tirs, ce qui suggère que les troupes israéliennes ont tiré de manière intensive. Au moins 112 Palestiniens ont été tués et plus de 750 autres blessés, selon les autorités sanitaires, lorsqu'un des témoins ont déclaré des troupes israéliennes situées à proximité avaient ouvert le feu, alors que les foules immenses se précipitaient pour des marchandises d'un convoi d'aide humanitaire. Le docteur Mohamed Salha, directeur par intérim de l'hôpital Al-Aouda, a déclaré à l'Associated Press que 176 blessés avaient été emmenés dans l'établissement, dont 142 avaient été blessés par balle. 34 autres présentaient des blessures dues à une bousculade. Les fonctionnaires de l'ONU affirment que la faim encore est plus grave dans le nord, où des milliers de centaines de personnes palestiniennes demeurent bien et que la région a été isolée
isolée et presque entièrement rasée depuis le début de l'offensive israélienne au mois d'octobre. La fusillade et l'effusion de sang qui ont suivi soulèvent la question de savoir si Israël sera en mesure de maintenir l'ordre s'il met en œuvre ses plans d'après-guerre pour Gaza. L'ONU, mais aussi la France, l'Italie, l'Allemagne ont demandé une enquête indépendante sur cette tuerie. Quant à l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie ont accusé Israël d'avoir pris des civils pour cible dans cette tragédie. Selon les derniers bilans, plus de 30 228 personnes ont été tuées dans ce conflit. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.